Yo 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 yo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel oral Minpon sur les matrices symétriques avec beaucoup d'inégalités à montrer. Une inégalité assez peu commune avec des traces et des rangs. Une inégalité de produit scalaire assez impressionnante aussi. Et donc, on va commencer tout de suite avec l'énoncé qui nous donne du coup une matrice symétrique. Et un réflexe qui peut être bien quand il y a une matrice symétrique, c'est d'appliquer le théorème spectral directement. Il nous dit quoi? Que la matrice est diagonalisable. Et pourquoi on veut utiliser le théorème spectral? Parce que en ayant une matrice diagonalisable, on peut exprimer de façon beaucoup plus simple ces termes qui sont trace de m, rang de m, trace de m au carré. Donc, il existe, on va dire m semblable à d, une matrice diagonale, qui va être diag de lambda 1 jusqu'à lambda n. Parfait. Et là, c'est ultra simple d'exprimer les termes qui nous sont fournis. Trace de m, c'est quoi? C'est la trace de d, tout simplement. Donc c'est la somme des valeurs propres. Trace de m au carré, c'est tout simplement la trace de d au carré. Ça, c'est des relations sur les matrices semblables et sur la trace. Tout simplement. Il manque le rang. Bien, le rang, il faut imaginer qu'en gros, notre d, c'est un truc comme ça, lambda 1, hop, jusqu'à lambda n. Mais tiens, il y a des termes qui sont nuls et d'autres qui sont pas nuls. Et du coup, on va dire que ça s'arrête à P. On a ce bloc-là qui est non nul. On a ce bloc-là qui est nul. Et par le théorème du rang, on voit très bien que ici, on a le sous-espace propre associé à à la valeur propre 0, donc qui est tout simplement le noyau. Et ici, on a tout ce qui n'est pas le noyau. Et le théorème du rang nous garantit que le rang de D, donc de M, va être n moins... non, qu'est-ce que je dis? Oui, la dimension du noyau, donc ce truc-là, va être n moins ce truc-là. Donc on peut trouver la dimension de l'image de M, donc qui est le rang de M, par définition, qui va être tout simplement le nombre de valeurs propres non nulles. Parce qu'on a dit par le théorème du rang, c'est n moins la dimension du noyau, et la dimension du noyau c'est du coup n moins p, et du coup c'est trivialement p, enfin c'est le nombre de valeurs propres qui sont non nulles. L'image elle est envoyée là-dessus, on prend des vecteurs là-dessus, hop, et l'image elle sera envoyée que sur ces espaces-là. Et donc on a rang de m qui est égal à p, p un entier quelconque qui appartient à un n, et on a dit donc p c'est le cardinal des lambda i, i appartenant à un n, et i lambda i non nul. Voilà, voilà. Et donc, on doit montrer quoi? On doit montrer trace de m le tout au carré, donc c'est-à-dire ce truc-là. Donc on veut ça au carré qui est inférieur à p fois ça au carré. Et on peut s'arrêter même à p en haut, puisque de toute façon on va sommer des trucs nuls. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Une inégalité sur des vecteurs qui seraient du coup dans l'espace R puissance P. Si on écrit le vecteur avec que des 1 dans R puissance P, le vecteur avec que des lambda dans R puissance P, est-ce que ça serait pas l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui nous dirait que donc le produit scalaire au carré, donc c'est les lambda i fois 1, est inférieur au produit des normes au carré. Donc la norme, c'est la somme 1 au carré, enfin la norme au carré, et là, hop,
c'est les lambda i au carré. Et bien ça, il se trouve que somme des 1, ça fait P. Lambda i fois 1, ça fait lambda i. Et du coup, on obtient exactement l'inégalité qu'on veut montrer. Donc là, on identifie trace de m, le tout au carré. Là, on identifie rang de m. Et là, on identifie trace de m carré. Et donc, c'est parfait pour la première question. Maintenant, le cas d'égalité. Bah, le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, c'est les deux vecteurs sont colinéaires. Donc, ça veut dire tout simplement, si on a ces deux vecteurs-là qui sont colinéaires, ça veut dire que lambda i, lambda p, lambda jusqu'à lambda p, égale alpha fois 1, 1, 1. Donc, entre autres, on a une seule valeur propre pour la matrice, une seule valeur propre non nulle. D est donc de la forme alpha, alpha, 0, 0. Ok. Donc, c'est une équivalence. Hein. S'il y a égalité dans Cauchy-Schwarz, alors il y a ça. Mais s'il y a ça, il y a aussi égalité dans Cauchy-Schwarz. C'est les vecteurs qui sont colinéaires. On peut le montrer facilement. Et donc, on obtient ce genre de matrice avec deux valeurs propres, une non nulle et une nulle. C'est parfait. Donc, c'est un peu des projections en vérité. Oui, c'est ça. La matrice D, c'est alpha fois une matrice de projection avec le vecteur image, hop, sur... donc là, ça va être projeté donc, sur im de la projection, im de M, voilà. Et là, c'est quart de M. C'est bien une projection. Ok, excellent. Ça qui est donc quart de M moins identité, et donc quart de M moins alpha identité. Excellent, excellent. Et donc maintenant, la deuxième question, on prend une matrice qui est non plus symétrique, enfin, elle est toujours symétrique, mais elle est strictement définie positive. Donc, M est strictement définie positive. On peut utiliser le même théorème spectral, M semblable à D égale diag de lambda 1 lambda n. Mais cette fois-ci, la condition qu'on ajoute, c'est la caractérisation des matrices strictement définies positives. C'est que lambda 1, tout ça jusqu'à lambda n, ce sont des valeurs propres réelles strictement positives. Et donc montrer que M est inversible. Alors il y a plusieurs façons de le voir. Simplement, si les valeurs propres sont toutes positives, bah, il n'y a pas de valeur propre nulle. Donc le sous-espace propre associé à la valeur propre 0 est de dimension 0. Donc le noyau n'a pas lieu d'être. Ou on peut calculer le déterminant. Hein. Det de M, c'est det de D. Voilà, encore une propriété des matrices semblables. Donc c'est le produit des lambda 1 jusqu'à lambda n. Et ça va encore être positif. En tout cas, différent de 0 et positif, il se trouve. Strictement. Donc, encore une autre manière de prouver que M est inversible. Mais ce qui va nous intéresser à nous, c'est, pour cette question-là surtout, ça va être de trouver les valeurs propres de M-1. Parce que là, on a une inégalité un peu intéressante, parce qu'elle ressemble à Cauchy-Schwarz. On a déjà utilisé Cauchy-Schwarz dans la première question. Elle ressemble à Cauchy-Schwarz dans le sens où Cauchy-Schwarz, si on l'écrit pour x et y au carré par Cauchy-Schwarz, on sait que c'est inférieur au produit des normes au carré. Une norme au carré, ça s'écrit comment avec le produit scalaire? Ça s'écrit le produit scalaire avec lui-même. Donc là, on a un peu la même chose, mais on a l'impression qu'on a fait rentrer un m fois m-1, comme si on faisait rentrer un identité. C'est pas du tout rigoureux, hein, mais un m là, un m-1, et qui se compense et qui redonne Cauchy-Schwarz. Donc ça va être intéressant d'étudier ça. Et comme on utilisait des valeurs propres, tout ça à la première question, on se dit que les valeurs propres, ça va être intéressant. Bah, quelles sont les valeurs propres de m-1? Et aussi, c'est une autre manière de montrer que M est inversible. Tout simplement, trouver son inverse. Trouver N tel que M fois N égale identité. Bah, c'est pas si dur que ça parce que on peut faire une analyse synthèse. Hein. On peut chercher au brouillon, par exemple. Au brouillon, si on suppose qu'une telle matrice existe, on aurait donc N qui serait M-1, qui serait donc P dp-1, le tout moins 1, où P serait une matrice de passage. Et du coup, propriété de l'inverse, on a d'abord dp-1, le tout moins 1
fois P moins 1. On réutilise la propriété de l'inverse. On a P fois D moins 1 fois P moins 1. Et la matrice diagonale inverse, c'est tout simplement égale diag de 1 sur lambda 1, 1 sur lambda n. Ça, c'est aussi facile à montrer par produit matriciel. Et donc, on aurait trouvé notre matrice inverse, enfin les valeurs propres de notre matrice inverse. Voilà. Ça, c'est au brouillon, on suppose qu'elle existe. Mais sinon, on peut directement, donc au brouillon, on pose ça, hop. On pose directement, ensuite sur la copie, ou à l'oral, ou comme vous voulez. Sur la copie, on pose direct n égale donc P fois D-1 fois P-1. Hop. Et donc on a montré que M est inversible, donc il y avait plusieurs démos, il y avait sous-espace propre associé à l'erreur propre 0 de dimension nulle, déterminant strictement positif, et donc trouver explicitement la matrice inverse, qui est celle-ci. Et on a trouvé ses valeurs propres. Alors ensuite, il va falloir donc calculer ces choses-là, donc on va les renoter ici. mxx, m-1 yy, et xy au carré. Bon, il faut d'abord prendre des vecteurs x et y dans Mn1 de R, comme on a vu. Donc, par exemple, si on prend x égale x1 jusqu'à xn, y égale y1 jusqu'à yn, on a tout simplement que ce produit scalaire-là, c'est simplement la somme des xi, yi, i en 1 à n. Donc le tout au carré, on a que ça, c'est égal à ça. Ok. Ensuite, mxx. mxx, c'est un truc très classique à calculer. Quand on a une matrice avec ses valeurs propres, on va le refaire proprement. Donc, si on... Ah oui, il est important de noter que il faut décomposer x et y dans la base dans laquelle on a diagonalisé m, parce que sinon, rien ne marche bien. On sait que du coup, on aura m x, donc mxx, oui voilà, c'est ça. On aura m fois donc la somme des vecteurs xi, ei, où ei est la base dans laquelle on a diagonalisé la matrice base orthonormée, dans laquelle on a diagonalisé d m plutôt. Et donc, de l'autre côté, on a somme des xi, ei. Et ensuite, on utilise la linéarité de m. Et donc, on le rentre dedans. Et on sait que chaque m fois ei, en tant que vecteur propre associé à la valeur propre lambda i, ben ça fait lambda i ei. Ensuite, on utilise la linéarité la bilinéarité du produit scalaire. Donc, première linéarité à gauche, ça nous donne tout simplement ça. Xi, on peut même sortir les xi lambda i, fois ei scalaire, cette somme, on va l'appeler avec j, parce qu'on va utiliser tout de suite la linéarité à droite. Et donc on peut sortir la deuxième somme, xi lambda i, somme de j lambda 1 à n d xj, ei scalaire ej. Et ei scalaire ej, comme elle est base orthonormée, c'est vraiment le résultat important quand même, qu'elle est diagonalisée, mais en base orthonormée. Ça fait 1, si i égale j, ça fait 0 si i différent de j. Donc c'est-à-dire que toute cette somme n'est valable que pour j égale i. Donc tout simplement, on garde le terme en xi,
et ça nous fait lambda i xi au carré, ok? Je vais chercher une deuxième feuille. Donc ouais, très important, hein, faites pas comme moi. Dès que vous diagonalisez, mettez la base dans laquelle vous diagonalisez orthonormée, comme ça vous n'avez pas de problème à vous poser pour la suite. Moi je suis arrivé là, j'ai un peu galéré, mais j'avais juste oublié la base dans laquelle je l'avais diagonalisé. Et du coup on a trouvé ce résultat là pour mxx, et vous vous doutez bien que pour m-1 y, m-1 y, donc qui est là, on va trouver la même chose avec du coup une somme. Cette fois-ci, on a du y, donc on aura du yi à la place de ça. Yi au carré. Et la valeur propre associée à m-1, cette fois-ci, c'est pas lambda i, c'est 1 sur lambda i, on a dit. Et du coup, on trouve ce genre de truc. Et du coup, on regarde un peu, maintenant qu'on a trouvé les trois termes, l'inégalité qu'on veut prouver, ça serait somme des coups des x, y, le tout au carré, qui est inférieur à somme i allant 1 à n des 1 sur lambda i yi au carré fois somme de i allant de 1 à n des lambda i xi au carré. Là, on se dit, le Cauchy-Schwarz est pas loin, parce que Cauchy-Schwarz, c'est vrai, si on prend tout simplement, on l'a dit tout à l'heure, norme de x au carré et norme de y au carré. Et ça donnerait juste ça, mais sans les lambda i. Et là, on se dit, on est vraiment pas loin. Est-ce qu'on ne pourrait pas tester quand même le vecteur xi lambda i, c'est-à-dire le vecteur lambda 1 x1, lambda 2 x2, tac tac tac, lambda n xn, et le vecteur 1 sur lambda 1 y1, 1 sur lambda n yn, donc tous les deux dans R puissance n. Est-ce que ces vecteurs-là ne marcheraient pas pour Cauchy-Schwarz? Parce que, il me manque quelque chose, il me manque, voilà, en fait, il faut faire comme ça, hein. Il faut chercher, tâtonner, et à un moment, on les trouve. Parce que, on peut mettre des racines, hein, d'ailleurs, parce que les valeurs propres sont strictement positives. Donc, ce sont des réels, et en plus, ils sont strictement positifs. Donc, on peut appliquer la racine carrée à ces réels. Et le produit scalaire, on tombe bien sur les x, y, i, parce que les racines de lambda i se simplifient au numérateur et au dominateur à chaque fois qu'on multiplie terme par terme. Donc ça, c'est bon. Et de l'autre côté, la norme d'un vecteur au carré, c'est la somme de ses coordonnées au carré. Du coup, racine au carré, on trouve bien le terme, fois x au carré. Et pareil, racine au carré, on trouve bien le terme qui est ici. Et du coup, on arrive bien à montrer ce qu'on veut, qui est donc ça et ça. Donc, morale de l'histoire, Cauchy-Schwarz est partout dès qu'il y a une inégalité dans les espaces euclidiens. Et il y a juste à trouver les vecteurs qui conviennent. Donc là, c'est ces vecteurs-là qui convenaient. Et dans la première question, c'est ces vecteurs-là qui convenaient. Donc voilà, des vecteurs assez atypiques, qui n'a a priori pas trop de rapport avec l'exercice, du moins. Mais voilà. Et donc, la dernière question, c'était en déduire la borne inférieure de cet ensemble. Donc on va réécrire cet ensemble. Qui est mxx m-1, donc c'est un ensemble de réels, puisque c'est un produit de deux produits scalaires, tel que la norme de x égale 1. Bon là, vous voyez directement que c'est la même chose qu'au-dessus, mais sauf qu'à la place de y, on a x. Donc on peut directement trouver l'inégalité suivante. C'est que xx au carré est inférieur à mxx fois m-1 x. Or, les propriétés de cet ensemble, on va l'appeler E. Or, si x appartient à E, non, je veux dire, non, il n'appartient pas à E. Vérifie, puisque c'est un ensemble de réels. Vérifie la propriété de E. On a
donc norme de x qui est égale à 1. Donc norme de xx qui est égale à 1, puisque c'est norme de yx au carré. Donc norme de xx encore au carré qui est égale à 1. On s'appuie sur la stabilité du nombre 1 par la fonction de carré. Et donc on a 1 qui est inférieur à mxx fois m-1x x. Maintenant, donc on a trouvé un minorant de cet ensemble. C'est-à-dire que dès que la norme de x égale à 1, on sait que cette quantité-là est plus grande que 1. Et nous, on veut déterminer la borne inférieure, c'est-à-dire le plus petit minorant. Et bien une manière, c'est de prouver que c'est un minimum, et donc il est atteint. Et là, on cherche 2 secondes, et on se dit, putain, m égale identité. Ça a l'air de fonctionner. Ça fait xx fois xx. Or, on est dans le cas où la norme de x vaut 1. Donc, parce qu'en fait, la variable sur laquelle jouer, c'est m. Puisque de toute façon, x, il est fixé. Sa norme, elle est 1. Donc, c'est m qu'il faut toucher. Et en prenant m égale identité, on trouve que la borne, comment dire, le minorant est atteint. Et donc, c'est un minimum. Donc, c'est une borne inférieure en particulier. Et donc, on a bien déterminé l'inf de ce truc-là, qui est donc 1. Et voilà, merci d'avoir regardé.